Dans un instant. Voilà, nous y voilà. Bonsoir Jean-Christophe Riffa, membre de l'Académie française, ancien ambassadeur, écrivain, ancien président d'Action contre la faim, médecin. Vous avez de nombreux best-sellers à votre actif. Le dernier roman, c'est Checkpoint, mais il y a évidemment Katiba, Le Grand Cœur, Rouge Brésil, Le Collier Rouge et bien d'autres. Je parle d'abord à l'académicien, peut-être. Vous avez vu votre collègue Alain Finkielkraut depuis sa mésaventure à la place de la République? Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai croisé quelques minutes et c'est vrai que bon, ça l'a secoué, mais enfin, bon, il va bien, il s'en est remis. Il prend même une certaine distance par rapport à cet épisode et voilà, il a même tendance presque à le minimiser, à le relativiser. Moi, je considère quand même que c'est grave. Je veux dire, c'est un symptôme très très préoccupant ce qui s'est passé avec lui. Bon, en même temps, voilà. Et c'est un symptôme de quoi? D'intolérance? C'est un symptôme de... Oui, je trouve qu'on est dans une société qui se crispe, dans laquelle la violence est diffuse, y compris parmi ceux qui prétendent justement établir le dialogue, la démocratie directe, etc. On voit bien que dans ces groupes, il y a effectivement pas mal de poètes, mais il y a aussi peut-être quelques petits Pol Pot qui traînent. Moi, ça m'a toujours... Des Pol Pot qui traînent, enfin, des dictateurs... Oui, non, pas encore. Mais vous savez, c'est fascinant de voir que les totalitarismes du XXe siècle sont nés souvent comme ça d'idées très généreuses et très radicales. Bon, moi, ça m'a toujours fasciné. D'ailleurs, dans plusieurs de mes romans, j'ai abordé ça. Par exemple, comment l'écologie, par exemple, qui est une idéologie parfaitement douce, a priori, dans certains courants qu'on ne connaît pas ici, parce que nos écologistes ici, ils veulent surtout être ministres, c'est pas... Mais dans certains pays, l'écologie est très radicale, voire presque terroriste. Il y a un écoterrorisme. Un écoterrorisme en Angleterre autour de la cause animale, aux États-Unis sur les questions des paysages, etc. Donc aucune idéologie n'est à l'abri de ces dérives. Et il faut se méfier parce que même ceux qui vont jouer de la guitare et qui se présentent comme ça en ce moment en place de la République de façon extrêmement pacifique, même parmi eux, il peut y avoir des germes de quelque chose d'un peu inquiétant. Et là, bon, ça s'est manifesté. En plus, c'est toujours plus facile de se regrouper contre que de se regrouper pour. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, alors on a vu Finkielkraut, on se met à lui cracher dessus, etc. Parce qu'il y a une espèce d'unanimité comme ça. Bon, en même temps, moi j'ai tendance peut-être avec l'âge à me dire qu'il y a aussi un effet de génération et que voilà, quand les jeunes font une boum dans le salon, il ne faut pas trop aller les voir. Il n'y a pas que des jeunes. Il n'y a pas que des jeunes. Il n'y a pas que des jeunes, mais il y a des vieux qui se prennent pour les jeunes. Il y a quand même une ambiance un petit peu il y a quelque chose. Moi j'ai vécu mes 68 juste après, si je puis dire. Enfin, j'avais 15 ans. Donc j'ai été marqué, mais sans vraiment pouvoir y participer. Mais enfin quand même, j'ai traîné, etc. Il y a quelque chose, on voit, il y a une nostalgie, même chez les gens de ma génération, ou des générations intermédiaires. Mais 68 a toujours été une espèce de fantasme, et on attend toujours que quelque chose comme ça se reproduise. Ça c'est plutôt sympathique, mais... Un mot quand même, parce que dans votre livre Checkpoint, on voit bien une forme de recherche d'absolu, d'angoisse des jeunes. Et là, on comprend, vous pourriez avoir, je dirais aussi un regard de compréhension vis-à-vis de ceux qui se retrouvent, de ceux qui se retrouvent parce qu'ils sont devant une absence d'idéal, devant un horizon bouché, devant des difficultés à se reconnaître dans le système politique, dans le système institutionnel. Mais il y a aussi ce danger. C'est-à-dire ce que j'ai envie de leur dire, c'est... le monde est assez complexe, donc les idées simples sont sympathiques, il faut creuser, effectivement, il y a toute une spontanéité qu'on peut cultiver, mais la bonne volonté peut engendrer des catastrophes. On l'a vu, je crois que le XXe siècle a été tissé de ça, c'est-à-dire de ces utopies qui se sont retournées violemment contre ceux qui les avaient soutenus et qui parfois n'avaient pas été assez vigilants par rapport à ça. Moi, je ne crois pas du tout au terme de dérive. Non, je pense que à l'intérieur de ces mouvements, dès le départ, il peut y avoir cette tension, cette tentation, voilà, violente. Finkielkraut dit totalitaire, on n'en est pas là, mais violente en tout cas, et cette violence de masse est de masse minoritaire, il ne faut pas l'oublier quand même, parce que c'est une masse qui ne représente, on ne sait pas très bien quoi. Même Podemos, par exemple, qui était d'ailleurs
plus soft, je pense, en Espagne, quand ils sont présentés devant les urnes, n'ont pas représenté une majorité. Donc, faites attention. Évidemment, il y a un effet de masse. Il y a du monde dans la rue. Mais ça reste une minorité. Et ces minorités, quand elles se laissent, j'allais dire, guidées par la violence, peuvent entraîner des catastrophes épouvantables. Une kermesse gauchiste sous cloche dans une France indifférente, c'est ce que dit Alain Finkielkraut. Oui, bon, ça c'est sa formule, c'est la responsabilité. Non, ce qui est vrai, c'est ce divorce entre un mouvement qui est en ébullition comme ça, et puis le reste d'une société qui s'en fout, quoi. J'allais dire, pratiquement, vous vous baladez. Alors, si vous n'allez pas jusqu'à la place de la République, vous tournez autour, bon, on vous dévie un petit peu, mais il ne se passe rien. C'est-à-dire que c'est pas du tout, il n'y a pas, et c'est ça le critère, effectivement, des grands mouvements sociaux, quand il y a un engrainement avec le reste de la société. Pour l'instant, on n'en est pas là. Et c'est même le contraire, d'une certaine façon. C'est parce qu'il n'y a aucun relais ni dans les syndicats, ni dans les partis politiques, ni dans l'opinion, ni dans la presse, d'une certaine façon. Enfin, il y a un relais d'information. Dans la presse, il y a un certain nombre de oui, mais il n'y a pas un relais au sens de, si vous voulez, c'est pas un torrent de... Bien sûr. On ne voit pas des journalistes prendre d'assaut leur rédaction, etc. Enfin, c'est pas... Vous voyez, ça reste une sorte de... Oui, le terme de kermesse est pas mal choisi. Et finalement pas mal choisi. Un mot à l'ancien diplomate qui voit le président Hollande au Proche-Orient, à Beyrouth, en Égypte, en Jordanie, qui termine ce soir cette tournée, alors même que vous, après Action contre la faim, après avoir été ambassadeur au Sénégal, vous êtes revenu d'une forme de diplomatie des droits de l'homme. Vous dites attention, les diplomates doivent respecter de nouveaux critères plus réalistes et pas seulement la morale humanitaire. Oui, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas en faire, mais ça veut dire qu'il y a des institutions, des ONG qui font ça, qui sont là pour faire la mouche du coche et pour montrer ce qui ne va pas et pour effectivement les pousser dans cette direction. Mais je pense que la responsabilité d'un chef d'État, c'est quand même, et maintenant c'est évident aujourd'hui dans le monde tel qu'il a changé, de défendre les intérêts de son peuple, les intérêts de sa nation. Cette notion d'intérêt qui avait complètement disparu. Évidemment, la France avait voulu, pendant presque un demi-siècle, depuis les années 70, depuis la fin des guerres coloniales, depuis les 30 Glorieuses, etc., on était riches, on allait aider les autres, on n'avait plus de guerre chez nous. On avait une vocation universaliste. On avait une vocation universelle et au fond... tout ça ne nous concernait pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on allait donner des leçons de morale un peu partout dans le monde. On l'a fait d'abord à titre privé, sous forme des ONG, puis après sous forme plus militaire. Les dernières aventures dans ce registre, c'est en la Libye. Et on voit qu'aujourd'hui, ça n'est plus possible parce que cette notion de conflit loin, de guerre loin, qui ne nous concerne pas, qui ne touche pas, ça n'existe plus. Ce qui se passe en Syrie nous touche directement. C'est-à-dire que quelqu'un, en donnant un coup de téléphone, peut, depuis la Syrie, provoquer un attentat au cœur même de la France. Mais ce n'est pas pour autant l'état de guerre. Vous voyez, moi, je ne suis pas d'accord avec ce terme, je le trouve outré. Je pense simplement que la France a rejoint, et l'Europe d'ailleurs, la normalité du monde. C'est-à-dire que le monde a toujours été en guerre depuis 1945, contrairement à ce qu'on croyait. Et qu'on a été une forme on a été un continent épargné, voilà, complètement dans un îlot, après. dans une sorte de... Voilà, on était ailleurs, alors on avait notre délit. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter tout ça. On est rattrapé par cette violence. Mais on est rattrapé par ça. Oui. Et la France reste un pays qui est extrêmement sensible à la question des droits de l'homme, à la question de la liberté. On a porté ça dans le monde entier, dans toute l'Europe, en tout cas de l'époque... Après la Révolution, avec Napoléon, etc., y compris en Égypte d'ailleurs, enfin, bon, pour le meilleur et pour le pire. Mais quand même, il en reste des traces de tout ça. Et finalement, bon, ça a toujours été notre tradition, mais depuis 50 ans, c'était notre seule tradition. Donc maintenant, les intérêts de la France, et concrètement par exemple, là-bas et sur la Syrie, les intérêts de la France, c'est une alliance avec Vladimir Poutine. En tout cas, ça n'est pas je trouve que la France, depuis un certain temps, pas seulement depuis Hollande, mais se gonfle un peu d'une importance qu'elle n'a pas et d'un pouvoir qu'elle n'a pas, en particulier au Moyen-Orient. Je pense que dans ce jeu moyen-oriental, on n'a pas été très prudent. On s'est lancé derrière une coalition à bombarder des territoires, etc. Le président Hollande a eu à un moment donné, dès le départ, dès le Mali, moi je me souviens d'être venu dire ça chez vous, à cette époque, des propos très dangereux sur la guerre contre le terrorisme. Il a fait du Bush à une époque où personne ne lui demandait rien. Et je pense que, bon, je ne dis pas que c'est la seule raison, mais je pense que ça nous a désigné
comme une cible prioritaire pour tous ceux qui, de par le monde, cherchent justement un ventre mou, parce qu'on a beaucoup plus de vulnérabilité que les Américains, par exemple. Plus facile de nous tirer dessus. Donc, moi, ce qui me paraît certain, c'est que dans ce Moyen-Orient, il faut reprendre un peu de réalisme et un peu de prudence. En revanche, il y a des zones qui sont tout près de nous, comme la Libye et comme l'Afrique, où on voit bien que rien n'est réglé. Au Mali, les 3 soldats malheureux, en hommage, qui sont morts la semaine dernière. Ça, c'est vraiment nos zones d'influence. Là, on a une responsabilité. On a un pouvoir, en plus, parce que ce sont des problèmes qui sont à la mesure de nos forces armées. Malheureusement, nos forces armées, elles sont diluées sur des tas de théâtres de conflits, en particulier au Moyen-Orient, où, à mon avis, on ne pourra pas rester longtemps sous peine de s'affaiblir. Pour conclure, parce que je sais que c'est un pays qui vous passionne et que ça bouge beaucoup, on n'en parle pas assez en France, et pourtant on a des attaches tous les uns les autres avec le Brésil. Dilma Rousseff, destituée par une majorité de députés, le Sénat doit se prononcer. C'est un basculement. Oui, alors moi j'ai vécu en 1992 la destitution de Fernando Collor. Alors les Brésiliens ont ce site particulier, c'est que l'impeachment, enfin la destitution, est possible assez facilement, en tout cas c'est réaliste, disons, dans leur constitution. Collor, à l'époque, en 92, il a été mis en minorité, il est parti. Dilma Rousseff, c'est le Parti des travailleurs, avec tous ses relais, y compris dans le monde, y compris ici. On a vu Place de la République avant-hier, des gens défiler avec Non-Weiter Go, etc. Parce qu'ils ont créé quelque chose qui, à mon avis, est très dangereux pour cette société, qui est, pour l'instant, voilà, va bien, etc., mais qui a des fractures très graves. C'est cette notion de coup d'État institutionnel. Et avec les Brésiliens, pour inventer un truc comme ça. Le coup d'État institutionnel. Les Mexicains qui ont le Parti révolutionnaire institutionnel à l'époque. Hein. Voilà, très sud-américain. En tout cas, là, ils disent, elle dit, c'est un coup d'État. Alors qu'en fait, ce sont les mécanismes institutionnels. Bon, ce qui est compliqué, c'est qu'ils sont tous pas trop blanc-bleu, même ceux qui veulent la remplacer. Mais vous savez, on a tort de croire que c'est loin, ça aussi. D'abord, le Brésil vit directement les conséquences de la récession en Europe. Ça, Dilma Rousseff était venue le dire ici. Je me souviens d'avoir participé à des rencontres ici quand elle était venue visiter la France, et elle était très très consciente du fait que le ralentissement des économies européennes allait provoquer une crise dans son pays. Et inversement, ce qui se passe là-bas, si ça devait être plus grave, peut nous concerner parce que c'est un pays gigantesque avec lequel, alors là par contre, on a un boulevard si on veut faire du commerce, développer nos moyens, mais qui peut aussi poser de graves problèmes internationaux. Merci beaucoup Jean-Christophe Ruffin d'être venu. Merci d'être venu sur notre plateau. Restez avec nous, c'est le journal. Notre invité après 19h40, Dounia Bouzard, l'anthropologue, elle vient de publier « Ma meilleure amie s'est faite embrigader » aux éditions de La Martinière. À tout de suite.